Très bien. Alors, troisième panel pour la deuxième journée. Et ça va être encore un sujet très glamour, le tourisme qui intéresse tout le monde. Le tourisme africain, quel est son avenir? Quels sont les challenges auxquels il fait face et quelles sont les opportunités? Donc nous avons quand même un panel extraordinaire qui va nous rejoindre tout de suite. Et je vous rappelle qu'il y a trois autres événements qui se passent dans les autres salles, au cas où vous seriez aussi intéressé par ça. Alors, il y a le rôle du capital investissement pour booster l'industrialisation et la transformation locale en Afrique. Il y a un autre événement qui est organisé par l'ONUDI, l'industrie 4.0 au profit d'une croissance durable et inclusive et des meilleures conditions environnementales et humaines. C'est la salle EDIFA devant, juste en face à la sortie. Et le panel à la salle LIM, c'est les défis du transport maritime comme levier du développement économique. Voilà. Donc, pardon, non, c'est pas ça. Le dernier, c'est la continuité d'activité en Afrique, un levier de pérennité économique et de croissance durable. Allez-y. Merci. Je demande à nos invités à prendre place. Si Helmi, Madame Dorra. Il manque Sitarq Al-Asadi. Sitarq. Il est là, lui, il est là. Aïe. Aïe. Il arrive? Okay. On peut commencer? Okay. Chers invités, distingués participants, mesdames et messieurs, Nelson Mandela avait dit un jour « Le tourisme peut contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté et au développement durable ». Ces propos illustrent parfaitement la puissance transformative du tourisme, un secteur capable de stimuler la croissance économique et d'améliorer la qualité de vie de nos communautés. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui à l'occasion de la 7e édition de la conférence internationale FITA 2024. C'est un honneur pour moi de vous accueillir pour débattre ensemble sur le thème « Tourisme, vecteur de croissance en Afrique » avec un accent particulier sur le tourisme de santé, tourisme médical. Le sujet qui nous réunit ici est non seulement pertinent, mais aussi porteur d'espoir pour l'avenir de notre région. Le tourisme ne devrait pas être réduit à une simple source de devises étrangères, mais être considéré comme un catalyseur pour le développement local, l'amélioration des infrastructures et la valorisation du patrimoine culturel africain qui, rappelons-le, atteste de la naissance de l'humanité. En ce début d'après-midi, et avec cette impressionnante palette d'orateurs et d'intervenants au parcours exceptionnel, à savoir M. Helmi Hsine, directeur général de l'Office de tourisme de Tunisie, Mme Dora Miled, présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, M. Méli Berli, fondateur d'une clinique spécialisée au Cameroun, M.
Brahim Mouarzez, vice-président chargé des relations internationales et des foires et salons à l'AFTAV, M. Houssem Ben Azouz, président de la FI2T, M. Tarek Al-Assadi, CEO Travel to Do. Nous parlerons réalisation et potentiel, nous aborderons des aspects cruciaux comme la promotion, l'investissement et l'accessibilité à travers l'exemple de la Tunisie. Nous explorerons les pistes d'amélioration et de développement et nous examinerons les opportunités de partenariat pour renforcer le développement touristique en Afrique pour assurer une croissance durable et inclusive. Les questions seront les bienvenues après l'intervention des panélistes. Sans tarder, j'invite M. Helmi Hassine pour prendre la parole. Merci. Alors, bonjour, bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui donc à cette 7e édition de la conférence internationale Financing, Investment and Trade in Africa, le FITA 2024. Je tiens particulièrement à remercier donc, le Tunisia Africa Business Council et notre ami le président Anis Jaziri pour son idée de workshop dédié au tourisme. J'ai eu le plaisir de participer les précédentes éditions toujours en tant que cadre de la compagnie nationale tunisienne et c'est toujours un plaisir renouvelé. Je ne voulais pas vraiment être panéliste moi-même, mais dans l'esprit même du FITA, c'est beaucoup plus, ce sont les workshops, ce sont les échanges B2B et les rencontres entre professionnels qui comptent. Et je voulais faire de ce workshop effectivement un espace d'échange, beaucoup plus qu'un discours, mais j'ai préparé quand même un petit mot de bienvenue à vous et d'ouverture de ce workshop. Alors, donc, je suis convaincu que nous aurons un débat animé et riche autour du thème « Le tourisme vecteur de croissance ». On va essayer de rester dans la thématique principale ou bien de se rapprocher de la thématique principale, à savoir le renforcement de la transformation et la transformation locale, le transfert des technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique. Il n'y a pas mieux que le tourisme pour être vraiment inclusif, notamment dans les tendances du tourisme actuelles qui sont beaucoup plus intégrées dans les régions et avec l'économie locale. Donc, il ne fait aucun doute que l'industrie du tourisme est l'une des plus importantes au monde. En effet, en 2023, le nombre total de touristes internationaux s'est établi à 1,3 milliard, soit 44% de plus de croissance qu'en 2022. Et les recettes du tourisme ont atteint 1 400 milliards de dollars. Cette reprise attendue de longue date par les différents acteurs touristiques devrait se poursuivre en 2024, d'après une estimation préliminaire fournie par l'Organisation onusienne du tourisme. Les arrivées internationales devraient dépasser de 2% le niveau de 2019, atteignant ainsi un nouveau record mondial. Dans cette foulée, le continent africain est la deuxième région ayant enregistré le plus fort rebond de l'activité touristique en 2023, après la région du Moyen-Orient, qui est boostée par de plus grands investissements, par de plus grandes compagnies aériennes et beaucoup plus d'investissements et d'événements majeurs que vous connaissez. La résurgence de l'Afrique est due à une reprise remarquable de 96% des visiteurs avant la pandémie 2024, dépassant ainsi le taux de récupération de 88% qui est au niveau mondial. Cette forte demande est certes boostée par les marchés émetteurs européens et nous espérons qu'on doit travailler ensemble pour que la dynamique et le tourisme intra-africain se développent comme il en est le cas pour le tourisme médical, universitaire et autres. Donc, égalant le volume d'affaires des industries pétrolières, agroalimentaires et automobiles, le tourisme vient de s'imposer comme un vecteur de croissance de l'économie africaine, une croissance que l'on veut, que l'on doit maintenir en tant que croissance durable et inclusive, donnant la priorité aux personnes, aux populations et à la planète aussi pour le volet environnemental et durable. Mesdames et messieurs, notre participation aujourd'hui dans cette conférence en présence de cette assemblée représentative du tissu économique africain est une occasion pour repenser et réinventer une coopération solide entre nos pays africains qui soit tournée vers la promotion d'une croissance touristique durable et inclusive à travers l'éducation et la formation, l'investissement surtout et la diversification du produit sur lequel on travaille, avec aussi la diversification des expériences touristiques. L'innovation et la transformation numérique et technologique sont aussi des vecteurs de développement.
Il est question donc de libérer le grand potentiel touristique de notre continent africain et de favoriser le développement durable pour promouvoir une marque Afrique forte, favorable et fédératrice. C'est une marque que l'on veut susceptible de concrétiser les prévisions de croissance annoncées par l'OMT pour l'Afrique d'ici 2030, avec un nombre de visiteurs appelé à doubler. Tout à fait, vous avez raison, d'accord. Donc, avec un sentiment renouvelé d'espoir, de détermination et de volonté, la Tunisie n'épargne aucun effort à travers le ministère du Tourisme, l'Office national du tourisme tunisien et les différents acteurs, les autres différents ministères et entreprises publiques contribuant à l'activité du tourisme, à façonner un avenir radieux dans lequel le tourisme est au service d'une croissance transformatrice, durable et inclusive, pour assurer une prospérité collective pérenne. La Tunisie, classée 2e pays maghrébin, 8e africain et 85e mondial en matière de compétitivité du voyage et du tourisme, fait toujours des pas en avant et elle affiche globalement de bonnes performances, notamment grâce à son riche capital naturel, à ses atouts culturels millénaires. On a atteint 9,37 millions de touristes internationaux, de visiteurs internationaux, en 2023. Et nous prévoyons de dépasser les 10 millions cette année, ou d'atteindre en tout cas les 10 millions cette année. La politique touristique de la Tunisie s'inscrit dans une approche collaborative et participative qui consolide les liens intersectoriels et stimule le tourisme intra-régional. L'objectif est de renforcer cette résilience de notre secteur, cette résilience et cette compétitivité qu'a démontré le tourisme tunisien. Elle met de ce fait l'accent sur la diversification des produits et des expériences touristiques pour répondre aux besoins de plus en plus variés des touristes africains, des touristes en général, aussi bien internationaux qu'africains. Donc, un petit mot sur le tourisme gastronomique. Le tourisme gastronomique, en tant que moteur de croissance inclusive, il sera abordé lors du premier forum régional de l'ONU Tourisme, prévu du 24 au 26 juillet 2024 cette année, au Victoria Falls, au Zimbabwe. Dans ce sillage, la destination Tunisie a d'ores et déjà investi dans son patrimoine culinaire. En puisant dans sa diversité, dans sa richesse, le tourisme tunisien propose aujourd'hui une expérience sensorielle, gustative et gourmande, articulée autour des produits de terroir et des plats et des mets et de savoir-faire ancestral. La création, à titre d'exemple et de modèle, de la route culinaire dans le cadre du programme Tunis Wijhatuna, c'est-à-dire la Tunisie, notre destination, vient concrétiser cette volonté de faire du tourisme un vecteur de croissance durable et inclusive. Donc, outre le tourisme gastronomique, la Tunisie vise de devenir l'Eldorado du médical en Afrique et du tourisme de santé en général, outre le tourisme médical, atteignant 500 000 patients étrangers hospitalisés annuellement, dont la majorité sont issus de notre continent africain. La Tunisie est une destination populaire pour le tourisme de santé et médical en général et de tourisme de bien-être. Elle jouit d'une bonne réputation à l'échelle aussi bien régionale qu'internationale, grâce à son coût abordable des soins médicaux de qualité qui sont accessibles, grâce à son emplacement géographique, la confidentialité et l'accompagnement personnalisé des prestataires, et aussi grâce à la possibilité de récupération dans un environnement agréable qui est un des principaux attraits de la destination. Mesdames et messieurs, la Tunisie confirme son engagement inébranlable à exploiter tout le potentiel de notre tourisme africain pour construire un avenir plus radieux et plus durable pour les personnes, pour les populations, quoi qu'elles soient, et pour la planète et pour le continent africain. Il reste certes beaucoup à faire au niveau de l'environnement, de l'infrastructure et de la durabilité. Mais ensemble, nous y arriverons et nous transformerons les idées en projets et les prévisions en réalisation et le rêve en réalité. Bienvenue au débat grâce à la contribution de nos panélistes avant. Merci.
Merci Sihali pour cette intervention. Donc nous allons maintenant enchaîner avec Madame Dora Miled, présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, pour nous parler du degré de l'adaptabilité de l'infrastructure hôtelière pour accueillir les touristes africains et plus particulièrement ceux qui viennent pour le tourisme de santé. Merci Simeher. Bonjour à tous. Bienvenue à tous nos invités de Tunisie et d'Afrique et d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a aussi du continent indien et d'Asie. Merci pour l'honneur de l'invitation, d'être là avec vous pour parler des opportunités qu'il y a pour le tourisme en Afrique et en Tunisie. Pour ce qui est pour répondre à la question de Simer, de l'adaptabilité du secteur hôtelier à de nouveaux marchés et aux attentes des touristes africains, nous avons une grande tradition dans notre secteur d'adaptabilité puisque notre compétitivité dépend bien sûr de notre attention aux attentes des marchés, à leur évolution, aussi la prospection de nouveaux marchés quand on le peut, parce que, comme vous le savez, cela fait 12 ans qu'on a vécu quand même une série de crises et on a dû faire preuve de résilience. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes en reprise et nous devons consolider déjà les acquis et les marchés traditionnels, mais sans, bien sûr, perdre de vue les opportunités et les perspectives de croissance. L'Afrique, nous en sommes persuadés, a un grand potentiel. D'ailleurs, la CNUSED a émis donc des perspectives de 5% d'augmentation des touristes, du nombre des touristes en Afrique à l'horizon 2030. 150 millions de touristes sont attendus en Afrique et la plupart seront africains. Et donc ça, déjà, peut-être, ce sont des données que nous ne connaissons pas très bien, mais on attend un grand développement du tourisme africain. Et nous, c'est vrai que depuis 60 ans, d'ailleurs cette année, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie fête ses 60 ans. Donc, nous avons acquis une petite expérience dans ce domaine et nous avons quelques, peut-être, atouts compétitifs et attractifs. Donc, l'attention aux attentes des touristes, nous sommes ouverts à toute synergie et à tout partenariat avec d'autres opérateurs des marchés africains désireux de développer tout ce qui est outgoing. Nous sommes bien sûr à leur disposition. Nous avons aussi à offrir une expérience MICE assez importante, tout ce qui est organisation d'événements, de séminaires, de congrès. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu un nouveau venu qui va aider à centraliser l'offre de ces services-là, qui est le TCB, le Tunisia Convention Bureau. Vous faites TCB, vous trouverez sur Internet donc le site. Et si vous avez des demandes pour des corporations dans vos pays ou ici aussi, ils ont un certain nombre de membres, que ce soit hôtels, restaurants, traiteurs, agences d'événementiel, et ils peuvent très facilement, en général ce sont d'ailleurs parmi les meilleurs opérateurs dans leur domaine en Tunisie, ils pourront facilement répondre à vos demandes. Et nous avons réussi certains grands sommets internationaux, donc le dernier était le sommet de la francophonie à Djerba. Donc pour cela, je crois qu'il y a des opportunités d'affaires avec nos partenaires africains. Il y a aussi peut-être une autre piste à développer, c'est que nous avons une saisonnalité inversée avec certains pays au sud de l'Équateur. Donc j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années l'Afrique du Sud et en ce moment c'est l'hiver chez eux. Donc voilà, je crois que nous pouvons offrir des séjours au soleil, profiter de la Méditerranée quand il fait froid un peu plus bas en Afrique. Et je pense que l'Afrique du Sud, il y a un grand potentiel. Vous savez très bien que le tourisme repose aussi sur l'apparition de classes qui ont des budgets aussi pour faire du tourisme international. Et il est certain que
il y aura peut-être plus de facilité à travailler avec des pays en Afrique qui ont déjà peut-être une clientèle qui voyage déjà au niveau international. Il y a aussi des perspectives d'investissement dans notre secteur. Nous avons un certain nombre d'hôtels qui sont offerts à la reprise, à la vente, à la location. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va aborder le sujet du tourisme de santé. Il y a peut-être des possibilités d'adapter un produit hôtelier qui serait proche d'un centre de services médicaux et qu'il soit remis à niveau dans l'objectif d'offrir des services spécifiques et adaptés à la clientèle qui vient donc pour des services médicaux et à leurs accompagnants. Voilà, je crois que pour ne pas laisser la parole quand même à mes confrères et à mes partenaires, je pense que nous sommes tout à fait prêts à développer avec tous nos partenaires africains des pistes pour mieux connaître, parce que bien sûr, il faut mieux connaître les marchés. Donc, nous sommes au tout début. En général, vous savez que l'hébergement, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Donc, avant nous, il y a, et d'ailleurs, je passerai la parole ensuite, ce sont les agences de voyage en général et les tours opérateurs qui, en tant qu'agences réceptives ou autres, qui sont à la pointe de la prospection de nouveaux marchés. Nous venons juste après pour recevoir les clients qui nous adressent. Mais bon, nous travaillons tous ensemble et j'espère que bientôt, vu les perspectives de croissance et de développement de cet énorme continent qu'est l'Afrique, nous pourrons déjà ensemble faire profiter à l'Afrique de ces nouvelles opportunités de marché et d'investissement. Merci beaucoup à tous. Merci, Madame Dora, pour cette intervention. Effectivement, l'offre hôtelière est une composante essentielle pour l'activité touristique et plus particulièrement pour le tourisme médical. Donc, je pense que M. Méli Berli, fondateur d'une clinique spécialisée au Cameroun, pourrait nous en parler davantage sur sa propre expérience dans le domaine du tourisme médical. Alors, merci. Je me présente, je suis Méli Berli, médecin stomatologue fondateur de la polyclinique spécialisée au Cameroun à Yaoundé. Je tiens d'abord à l'entame de mes propos remercier le président Anis Jazeri de m'avoir invité à cette conférence. Lui et moi, on a eu beaucoup de choses à faire dans le cadre de la télémédecine, orientation médicale et évacuation sanitaire, qui est le pôle de ma venue ici. Bien, tout part d'abord d'une constatation bien claire au niveau de l'Afrique centrale, particulièrement au Cameroun, dans mon pays. J'ai fait une étude qui s'était étendue de 2016 à 2023, 7500 cas de demandeurs en soins spécialisés qui n'ont pas pu être bien encadrés ou bien formalisés. Du coup, on a recensé 20% des cas qui ont réellement été évacués à l'étranger, spécialement en Inde et en Afrique du Sud. Et les autres pourcentages, c'est-à-dire dans 40-30%, les décès et puis les mauvaises évacuations dues aux mauvaises orientations. Les patients sont allés un peu de partout, les dossiers qui tardent à être montés, les demandes de visa qui sont compliquées, et puis le suivi par des personnes qui sont aussi non professionnelles. Parce que je voulais aborder ce thème-ci en disant que le thème de la santé, c'est beaucoup mieux que les médecins soient intégrés là à l'intérieur, même dans la logistique. Parce que nous sommes mieux, lorsqu'on pose un diagnostic, on sait comment le patient doit marcher pour arriver là où on l'envoie. Donc, l'absence des infrastructures sanitaires spécialisées en Afrique centrale, particulièrement dans mon pays, nous amène avec le problème de la mauvaise atteinte du programme des ODD, nous a amené à solliciter un peu le Maghreb, que j'ai un peu l'expérience parce que j'ai quelques amis médecins tunisiens, je connais un peu comment ça se passe ici.
Le plateau technique, il est bon. Et les références également sont bonnes. Donc, quand j'ai sollicité, c'est parce que je savais là où j'envoyais mes patients. Du coup, avec le programme qu'on a eu à faire avec un ami qui est ici, qui fait également dans la logistique, mais pas dans l'évacuation. Il fait essentiellement dans la logistique. Et les contours du sujet qu'on a fait avec le président Jazid Sadi à Nice, j'ai pu, avec télémédecine d'abord, orientation ensuite, évacuation sanitaire en troisième position, parce que là, je cale d'abord la santé. Et le tourisme, on considère que c'est la conséquence, quoi. Donc, on a pu caler comme ça, on a pu couvrir rien que dans la ville de Yaoundé, 0,08% de la population de la ville de Yaoundé, soit 24 000 cas d'évacuation sanitaire. Avec des perspectives, on compte couvrir 0,5 ou bien 1% dans les 15 150 000 à 300 000 cas qui sont des demandeurs potentiels. Voilà un peu le constat fait au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Cameroun et par conséquent au niveau de l'Afrique centrale. Et puis il y a autre chose, comme je disais, il faut bien organiser les choses dans le domaine médical et avec les autorisations qui y vont. Le problème de ne pas avoir ceux qui viennent de l'Afrique centrale de ce côté-ci, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés par le personnel, surtout par les médecins que nous sommes, qui pouvions donner on fait des certificats médicaux d'évacuation sanitaire, légalisés au niveau du ministère de la Santé ou bien au niveau de la préfecture, qui permet de soutenir un dossier de visa pour l'évacuation sanitaire. Il faut qu'un médecin soit là. C'est pour ça que quand des personnes aléatoires entrent là à l'intérieur, du coup, ça échoue ou ça ne marche pas et ces personnes ne tiennent pas compte que le malade est en train de souffrir. On passe dans un stade de complications générales et puis on a ceux qui partent, ceux qui on ne peut plus récupérer. Donc c'est un peu ça. Donc il faut, si on doit intégrer le tourisme médical, la santé, la partie sanitaire qui est encadrée par le professionnel que je suis, doit être vraiment pris en compte à plus de 70%, je dirais. Parce que même post-thérapeutique, c'est nous qui disons que vous avez telle durée de repos, vous pouviez faire ceci, vous pouviez faire cela, vous pouvez être limité comme ça ou bien vous pouviez comme ça. Ça relève de la médecine. S'il doit visiter tout Tunis et que sa convalescence ne lui permet même pas d'abord de se déplacer, il ne pourra rien faire. Donc c'est mon OK. Dans tous les cas, au départ, il y a la fin qui conduit à ce qu'on peut avoir comme contexte de tourisme médical. Je vous remercie pour ma première prise de parole. Micro. Monsieur Berly, juste, je voulais savoir votre perception de la Tunisie en tant que destination de tourisme de santé. Voilà. La prise en charge au niveau médical, elle est thérapo-physio-pathologique. On s'arrête là. Bon, maintenant, il y a un contexte un peu spirituel et moral, c'est-à-dire mental, qui peut être complété par le tourisme médical post-thérapeutique. Là, bon, nous, on est quand même des médecins, on fait un peu de physio-sociologie à l'école. On peut aider un peu ceux qui font cette prise-là, les coins, ce qui est important pour tel malade ou tel malade en fonction de tel ceci, ce qui peut aimer voir, ce qui peut aimer manger. Même au niveau de l'agroalimentaire, nous faisons des consignes d'ordre alimentaire, post-thérapeutique. Tu peux manger ceci, tu peux manger cela, tu peux t'alimenter comme ça et tout et tout. Donc ça relève un peu toujours du médical. Donc sur ce fait, moi j'ai fait une étude déjà, je suis là depuis quelques temps et j'ai encore quelques objectifs à faire encore ici. Je pense que la Tunisie regorge le potentiel en termes de plateau technique, de spécialisation, dans l'orientation que moi je pense faire dans ma structure, la polyclinique spécialisée à Yaoundé. Et je suis vraiment l'un de... Vous savez, au Cameroun, on est à le ratio, c'est 1 médecin pour 2 millions d'habitants. Donc, on en a besoin. Là où on peut solliciter, on sollicite. Et en espérant que d'ici 4 ans, 5 ans, si la polyclinique médicale spécialisée est nettement appuyée, ou bien accompagnée tel que je le demande parfois, on peut déjà penser au transfert de technologie. Merci. Merci, Monsieur Berly. Donc, merci pour cette intervention. Monsieur Brahim, je m'adresse à vous pour vous demander quelle serait la vision de l'AFTAV
pour approcher et développer le tourisme africain en Tunisie. Bienvenue à tout le monde. Brahim Ouarzezi, vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage. En taquinant la muse, j'ai écrit quelques petites phrases pour un peu, disons, éclaircir un peu la situation du tourisme sur le continent africain. Les destinations africaines attirent de plus en plus de voyageurs du monde entier. L'Afrique est de plus en plus prisée par des voyageurs internationaux. Selon les chiffres de l'OMT, le continent africain a connu de janvier à juillet 2023 une progression de 17%, de 171% des arrivées des touristes internationaux par rapport à la même période en 2022. Une évolution ascendante qui se confirme depuis quelques années déjà. Fin 2023, le continent avait comptabilisé environ 90 millions de visiteurs, soit une hausse de 10% contre 8% mondialement. Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué, bien sûr, à l'essor du tourisme africain, notamment grâce aux influenceurs qui ont mis en avant de manière positive les destinations africaines. Aujourd'hui, l'Afrique doit se démarquer en proposant des voyages plus responsables afin d'impliquer davantage les Africains dans le développement durable. La Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme, convaincue du potentiel du tourisme africain, lance aujourd'hui d'une façon solennelle un appel aux confrères voyagistes africains pour la création d'une confédération africaine du tourisme afin de créer des synergies d'appui et de développement du tourisme dans notre continent. Le tourisme africain a un bel avenir devant lui. Il existe certes de grandes volontés intergouvernementales, mais également des professionnels du tourisme de développer de nouvelles stratégies pour sa promotion sur l'échiquier international. En Tunisie, par le biais de notre fédération, FTAV, collaborant en tandem avec l'Office national de tourisme tunisien, avec sa tutelle, le ministère du Tourisme tunisien, ouvert et qui ouvre bien sûr ses bras ouverts, ses portes pour des meilleures ententes et collaborations pour tous nos amis africains et notamment tous ceux qui sont ici présents dans la salle. Merci beaucoup. Merci Sibrahim pour cette intervention. Nous allons maintenant enchaîner avec Si Houssem Ben Azouz, président de la FI2T, pour parler de son expérience dans le tourisme médical et le tourisme de bien-être, et le lien avec le tourisme alternatif, notamment l'hébergement alternatif. Merci Simer. Bonjour à tout le monde. Donc Houssem Ben Azouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. C'est une jeune fédération mais qui a quand même 8 ans d'âge, qui est née en mars 2016, qui travaille beaucoup sur la diversification du tourisme tunisien. Axé à part le tourisme balnéaire, nous travaillons beaucoup sur une dizaine de produits, comme le tourisme culturel, le tourisme sportif, le tourisme d'aventure, etc. Et l'un des axes importants, c'est le tourisme de santé. Nous avons un groupement, donc on est organisé, on a à peu près 400 adhérents, et les adhérents intègrent un des 10 groupements. Parmi les groupements, nous avons un groupement de tourisme de santé. Tourisme de santé, ça englobe 4 sous-produits, le tourisme médical, la thalassothérapie, le thermalisme et le tourisme des seniors. Mon intervention va surtout parler de tourisme médical, surtout cette notion, ce concept de tourisme médical, parce qu'on avait beaucoup de mal à associer tourisme et médecine. Mais notre fédération, nous avons collaboré étroitement avec la norme ISO internationale. Nous avons élaboré 2 normes, je vais en parler. Il n'y a pas d'antagonisme entre tourisme et médecine, parce que le tourisme, c'est un non-résident qui voyage, qui passe 24 heures dans une destination.
l'objet du voyage peut être différent. Ça peut être de la médecine, de la culture, des affaires, du sport, etc. Donc il n'y a pas de paradoxe pour l'Organisation mondiale du tourisme. Et en plus, ce qui est très intéressant, la notion de tourisme médical, c'est-à-dire le concept d'organiser un package, un forfait très professionnel qui encadre le déplacement des malades, est né en Afrique. Cette notion de tourisme médical gérée par un tour opérateur ou une agence, elle a été inventée en 1999 en Afrique du Sud par un tour opérateur qui existe encore, qui s'appelle Surgeon and Safari. C'était un concept très haut de gamme, c'est-à-dire qui s'adressait surtout à des patients américains qui venaient en Afrique du Sud, vu les compétences également des praticiens sud-africains. Ils venaient faire un safari d'une semaine, puis subir une chirurgie esthétique. Moi, j'ai eu la chance, par une situation personnelle, de rencontrer des Tunisiens, des professeurs, des médecins tunisiens en 2004. Donc j'ai fait une recherche, j'ai trouvé ce tour opérateur, Surgeon and Safari, je m'en suis inspiré, j'ai adapté le modèle pour démarrer la première agence de tourisme médical en Tunisie en 2004. Et depuis, bien sûr, ça a été médiatisé. Si vous vous souvenez, il y a eu 2 grandes émissions, Envoyé spécial et j'ai décidé de travailler sur M6 qui ont lancé le concept. Bien sûr, la Tunisie, au début, a attiré beaucoup de patients européens. Bien sûr, le produit le plus demandé à l'époque, au début, c'était la chirurgie esthétique. Donc surtout français, anglais, italien. Bien sûr, ce concept a vu la naissance parce qu'il y a, dans les débuts des années 2000 et même avant, la Tunisie, il y a beaucoup d'expatriés qui se faisaient soigner en Tunisie. Donc du coup, ces expatriés ont vu les plateaux techniques, les compétences des chirurgiens tunisiens. C'est comme ça que ça s'est développé. En 2016, la BAT a fait vraiment une super étude sur le phénomène, le tourisme médical de l'Afrique vers la Tunisie. Bien sûr, les données maintenant sont dépassées, qui a vraiment bien disséqué la chose. Donc, à l'époque, on estimait à 700 000 patients étrangers qui venaient 600 000 patients étrangers qui venaient en Tunisie pour se faire soigner. Je pense maintenant, on n'est pas loin de 700 000. 70% viennent bien sûr de nos voisins maghrébins, Algérie et Libye, puis 15% de l'Afrique et 15% de l'Europe. Bien sûr, comme vous l'avez bien expliqué, c'est dû, c'est-à-dire la Tunisie a pu développer une image de destination de tourisme médical, de tourisme esthétique, grâce à ses compétences et ses équipements modernes, etc. Donc là, on a affaire vraiment à un produit qui est devenu très professionnel et très sophistiqué, donc c'est tout un forfait. Il y a 3 acteurs majeurs, bien sûr, il y a les praticiens, les chirurgiens, les médecins, les cliniques pour le plateau technique, et nous, les professionnels du tourisme, qui en complètent le concept, c'est-à-dire les agences de voyage et les hôtels. Donc on fait ça depuis 2004, et comme je voulais, en tant que fédération, nous étions très impliqués avec ISO International. Nous avons collaboré avec eux étroitement pour mettre sur pied 2 normes ISO qui concernent le tourisme de santé. D'abord, la norme ISO 17680 pour la thalassothérapie. Peut-être ma collègue, Dr Kauthar Med, pourra en parler parce qu'elle était vraiment très impliquée sur ça. Et nous avons également collaboré pour la mise en place de la norme. Donc la norme thalassothérapie, elle a été installée en 2015, mars 2015. Et personnellement, avec l'équipe, nous avons beaucoup collaboré avec ISO International pour mettre sur pied la norme ISO 22525 pour les services de tourisme médical. Donc ça a été mis en œuvre en 2020. Pour ces 2 normes, c'est la Tunisie qui a initié
toute la procédure à ce niveau. Bien sûr, concernant le potentiel du tourisme médical ou de santé vers la Tunisie, il y a un grand potentiel, mais bien sûr, peut-être on va en débattre un peu plus. Nous devons d'abord résoudre quelques problématiques, parce que la Tunisie, au niveau de l'Afrique, on est assez handicapé au niveau du transport, c'est-à-dire on n'a pas de liaison aérienne avec tous les pays africains. Ça, c'est la première problématique. Peut-être M. Helmi pourra nous éclairer un peu plus sur ça. Les possibilités au niveau du transport aérien, parce que sans transport, il n'y a pas de tourisme. La problématique des visas, on en a parlé tout à l'heure, peut-être mettre sur pied un visa électronique de santé qui peut faciliter les choses. Et bien sûr, le grand problème, c'est le problème de l'image et de la communication, parce que la Tunisie, avec tout son potentiel sur ce plan, sur ce produit très sophistiqué, tourisme médical, hein, c'est pas donc nous ne mettons pas les moyens qu'il faut pour communiquer et faire, alors qu'il y a beaucoup de destinations concurrentes comme la Turquie, l'Asie, etc. Pour l'instant, la communication qui se fait sur les marchés, elle est essentiellement assumée par les privés, que ce soit les cliniques, les agences de voyage, etc. On aimerait bien, parce qu'on avait entamé une discussion avec le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère du Tourisme pour mettre un budget et communiquer. Parce que si on ne communique pas, on est perdu au niveau du marché international. Merci pour votre attention. Merci, Sir Houssem. Nous allons maintenant enchaîner avec M. Tariq Al-Assadi, CEO de Travel to Do, pour nous parler d'éthique et de l'usage que l'on pourrait faire pour développer le tourisme africain, surtout que l'Afrique est un continent très jeune, avec 60% de la population âgée de moins de 24 ans. Merci pour l'invitation. Bienvenue à tous nos invités. Hier, Son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique de Congo a dit quelque chose, j'ai adoré. Il a dit « La République démocratique de Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver et la République démocratique de Congo est la gâchette. » Il dit que le Congo est un géant qui dort. Quand le géant appuie sur la gâchette, le Congo se réveille. Et quand le Congo va se réveiller, toute l'Afrique va se réveiller. J'ai adoré, j'ai bien aimé. Vous savez que d'ici 2050, il y a des pays en Europe comme la France et l'Allemagne, leur population aujourd'hui est autour de 60-65 millions. La population peut être réduite de 20%, comme ça peut stagner d'ici 2050. Or, Nigeria, par exemple, un pays avec plus de 200 millions d'habitants aujourd'hui, à l'horizon de 2050-2060, on va doubler ce nombre-là. Éthiopie, 100 millions, ils seront 200 millions à l'horizon de 2050-2060. Donc, oui, l'avenir, les prochaines décennies, ça va se jouer sur notre terrain ici en Afrique. L'ENTIC. Je vois des classements, par exemple le classement de l'Union internationale des télécommunications qui classe les pays africains, à la tête le Maroc, avec l'utilisation, c'est grâce à l'utilisation du mobile avec une couverture de 150%. Deuxième, les îles Maurice, Seychelles, Afrique du Sud. La Tunisie prend la 8e place. Mais pour moi, c'est un classement qui ne veut rien dire parce que la technologie n'est qu'un moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une technologie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet? Ici, par exemple, on parle de TikTok, on dit c'est la poubelle de l'Internet. TikTok, c'est la poubelle de l'Internet, parce qu'on l'utilise très mal. Je vous donne un contre-exemple. En Albanie, par exemple, les Albanais se sont mis à plusieurs, les influenceuses et les influenceurs. Ils ont travaillé sur TikTok, ils ont fait un travail remarquable. Et en 2023, le nombre de recherches de vols sur l'Albanie a augmenté de 40% en 12 mois. En 12 mois, grâce à TikTok, le nombre de recherches de vols vers l'Albanie a augmenté de 40% grâce à TikTok. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec TikTok? On verra. Bref,
Internet aujourd'hui est accessible. Il est accessible vraiment de partout. Il y a des millions qui se connectent tous les jours. Il faut profiter. C'est un avantage de taille parce que 30 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a nous ici en Afrique? On a le journal du coin. Mais à New York, vous avez d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, on a exactement la même source d'information qu'un enfant au Québec, parce qu'on peut tout simplement, grâce à Internet, accéder à la Bibliothèque nationale du Québec. Je finis avec ça. Vous êtes là en Tunisie, je ne sais pas si vous avez pu vous déplacer un petit peu, mais je recommande à nos amis africains, parce que la Tunisie, vous allez par exemple en Grèce, c'est beau, c'est bleu, c'est blanc, etc. Mais vous avez la Grèce ici à Sidi Bou Saïd. Vous voulez aller à Bali, nous avons Bali ici à Indraham et Benimtir. Et allez-y sur Google, tapez ces deux mots-clés, vous allez voir les paysages. On a besoin, au niveau de l'Office Tourisme, on a besoin d'avoir des bases de données encore plus disponibles sur Google. Il ne faut pas que ce soit des bibliothèques gardées au chaud dans les bureaux. Il faut que ça soit mis sur Internet. Il faut que quand les gens tapent sur Google des endroits sur la Tunisie, il faut que les meilleures photos et les plus belles images et les meilleures vidéos sortent sur la surface. Donc vraiment, il y a des très très bons coins dans ce pays-là. Et dernièrement, je rêve de quelque chose parce que le tourisme a besoin, ok, l'Internet booste à fond le secteur du tourisme, mais on a besoin de se déplacer. Pour se déplacer, on a besoin, je rêve d'une autoroute de la pointe nord de l'Afrique à Ras Senjla jusqu'au Cape of Hope, la pointe sud en Afrique du Sud, une autoroute et une ligne de chemin de fer qui coupe l'Afrique en deux. Je vous ai dit, parce que on peut être à la pointe de la technologie, mais si nous n'avons pas de marché, tout se joue au niveau de la démographie. L'Afrique va doubler sa population d'ici 30-40 ans, donc tout va se jouer ici. Mais faut-il bien utiliser l'ENTIC? Autre chose, aujourd'hui, quand on est ici en Afrique, pour aller aux États-Unis, on passe par des hubs européens. C'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir aujourd'hui une compagnie aérienne, un consortium qu'on peut mettre sur pied. Et la Tunisie peut être un excellent hub parce qu'on est vraiment au milieu entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Je rêve d'une forte compagnie aérienne, une compagnie aérienne très forte, très solide, avec la participation de plusieurs pays africains et faire de la Tunisie un joli hub. La dernière chose. Aujourd'hui, pour réserver, ou bien nous, par exemple, pour avoir accès à une clientèle internationale, je suis obligé de me connecter à des hubs, comme Travelgate, comme Orchestra, etc. Un Égyptien, pour venir en Tunisie, il passe par un hub européen ou américain pour venir ici. Je rêve aussi d'un hub africain, une grosse plateforme, un consortium entre plusieurs pays, où on peut trouver la plus grosse base de données d'hôtels. Et c'est nous qui négocions avec Booking.com, nous négocions avec Travelgate, etc. Il ne faut pas que chaque hub va négocier avec chaque pays à part. Il faut se mettre ensemble pour avoir la meilleure base de données, le meilleur bed bank, pour pouvoir négocier avec les géants mondiaux et tailler notre route pour le futur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je demande à Si Zahama, président de la Chambre nationale des cliniques privées de Tunisie, de donner un petit mot. تفضل سي زخامة. تفضل شوي. Merci. Je salue toute l'assistance et particulièrement les panélistes. Bon, j'étais invité en tant qu'invité, mais je me trouve dans l'obligation de prendre la parole et merci de m'avoir donné, parce qu'on parle de tourisme de santé. Tourisme de santé, moi je suis président de la Chambre syndicale nationale des cliniques privées de Tunisie. Et quand on parle de tourisme de santé, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le tourisme de santé remonte à l'Antiquité, déjà.
Donc la ville Épidore était connue, la ville grecque était très connue comme ville qui donnait, il y avait des éminents médecins grecs qui proposaient leurs soins pour les malades. Et puis après, bon, ça c'est déjà avant l'Antiquité, puis venait la période du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, là où le traitement dans les cures thermales, qui s'est très développé dans cette période-là. Et puis, on est dans le temps contemporain où on parle du tourisme de santé. Le tourisme de santé, plusieurs pays dans le monde, dont la Tunisie, donc qui offrent leurs soins aux malades. Et puis, quand on parle de tourisme de santé, ça suppose beaucoup de choses. Hein. On n'a pas l'opportunité de parler de tourisme de santé si on n'a pas les moyens de le faire. Bon, pour notre part, en raison justement de la politique d'éducation qui a été entamée, qui est proposée pour tous les citoyens tunisiens, pour tous les enfants de Tunisie, depuis l'indépendance, grâce au feu Bourguiba. Donc la Tunisie a des compétences maintenant, donc les ressources humaines dans tous les domaines et dans le cadre de la santé. Donc grâce à cela, justement, la Tunisie s'est inscrite comme première destination du service de santé en Afrique. Et là, ce n'est pas gratuit. C'est grâce à quoi? Grâce justement aux compétences médicales, paramédicales et aux infrastructures. Les infrastructures, surtout dans le secteur privé que je représente, la Tunisie dispose actuellement 120 établissements privés, avec une capacité de 7400 lits. Ça représente à peu près 30% par rapport, quand on compare au secteur public. Et sachez que les établissements de santé privés disposent des 2/3 des équipements lourds. Donc sont des établissements qui sont bien équipés. Donc bien équipés pour donner justement des soins de qualité. Et puis, pour vous donner un exemple, les 2/3 des activités cardiovasculaires, que ce soit les angioplasties ou la chirurgie à cœur ouvert, se font dans le secteur privé. Donc ça donne une idée sur l'importance de ce secteur. Ce secteur se développe d'année en année, malgré les difficultés que nous vivons, que tout le monde, que le monde vit, mais ça n'a pas empêché que le secteur privé, et il y a, moi je dirais que ceux qui travaillent dedans sont vraiment de véritables militants, comme dans le secteur du touristique, qui connaît bien entendu des difficultés. Maintenant, nous avons quelques cliniques, je pense à 6, je crois, ou 7 qui sont accréditées, et 36 qui sont en cours. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que la nécessité de s'engager dans l'esprit de l'aménagement de la qualité des services de santé, partout dans tous les secteurs, et c'est devenu presque une obligation pour nous, pour qu'on puisse justement être à la hauteur de tous ceux qui veulent venir se traiter, et en particulier nos concitoyens tunisiens qui nous font confiance. Donc le management de la qualité, même, qui dépasse même le service dispensé aux malades, mais aussi ça touche aussi la gestion. Maintenant, nous avons des experts dans la gestion, et là, c'est un point fort pour nous. La Tunisie, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est la porte de l'Afrique, hein, et que l'Afrique porte son nom, c'est Afrique, tout le s'appelait dans le temps Afrique, et grâce à cela que la Tunisie, vu sa position donc, géographique, c'est la porte entre l'Europe et l'Afrique, et nous, Tunisiens, ça nous donne quand même cette chance d'être ouverts, très ouverts à l'Europe, et puis aussi, c'est la porte d'entrée pour l'Afrique. Le tourisme médical, pour nous, ce n'est pas uniquement la prise en charge des malades africains ou des malades européens. Personnellement, nous avons fait beaucoup de visites dans des pays amis africains, et nous nous sommes rendus compte justement des conditions et puis du manque donc, de structure, mais aussi ceci nous a obligés par la moralité de leur tenir la main, donc pour que cette collaboration soit win-win.
win-win. Et c'est en notre honneur que nous avons, que nous continuons à former des médecins et des paramédicaux africains qui viennent chez nous, hein, dans les cliniques tunisiennes. Nous les formons à notre charge. Et là, nous avons pas mal d'expérience, que ce soit du Niger, que ce soit de Mauritanie, de Burkina, de Mali. Nous avons donc quelques amis qui sont formés chez nous. Et puis, nous sommes déplacés, nous avons mis au point quelques services qui manquaient, tels que des unités de cardiologie. Le cathétérisme cardiaque, maintenant, il est disponible en Mauritanie, il est disponible au Niger, il est disponible au Mali. Donc ça, c'est même au Côte d'Ivoire. La première salle de Côte d'Ivoire, elle a été réalisée par nous-mêmes, par nos médecins et puis par nos paramédicaux. Nous avons aussi participé à la mise en place des unités de chirurgie ophtalmologique, surtout la cataracte qui est très, très répandue en Afrique, comme chez nous d'ailleurs. Vu donc l'âge, parce qu'on vit plus longtemps avec donc le risque de l'hypertension, avec le diabète, donc la cataracte elle sévit donc à un certain âge. Et puis les centres d'hémodialyse, voilà, qui manquaient beaucoup, et puis pas mal de centres qui sont faits par les Tunisiens. Et nous continuons justement cette lancée. Ce que moi je souhaite, parce que nous avons un confrère de Cameroun qui est à côté de moi, nous souhaitons que cette collaboration soit plus... parce que quand on offre notre service, on n'a pas la main vraiment très tendue de l'autre côté. Le oui existe, mais la réalité, c'est-à-dire pour passer à l'action, ça tarde à venir et nous sommes vraiment très disposés à le faire. Parce que moi, je me rappelle, moi je suis de la génération où il y avait l'équipe de chirurgie de Genève, de chirurgie cardiaque, qui sont venus chez nous et qui nous ont appris à faire la chirurgie cardiaque. Ils ont appris à mes amis, à mes maîtres aussi, le feu Mohamed Kamoun, Allah yarhamou. Donc on nous ont appris à faire la chirurgie cœur ouvert ici chez nous. Et là aussi, donc on doit transmettre notre expertise parce que les compétences existent en Afrique, bien entendu, mais les moyens peut-être qui manquent. Et là, on est disposé justement à développer la santé de l'Afrique avec l'Afrique. Voilà. L'Afrique doit servir l'Afrique et on n'a pas besoin. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. On a toujours besoin d'avoir des amis donc au-delà de la Méditerranée, mais ils commencent à nous envier un peu. Mais bon, maintenant, nous avons les moyens de compter sur nous-mêmes. Et merci. Merci, professeur Zahama. Maintenant, peut-être, je cède la parole à la salle. S'il y a des questions, s'il y a des... Non ? Ah, Monsieur Berly. Il y a Monsieur Berly. Bien. Il y a certains points de fait que le représentant du secteur privé a évoqués et que j'ai manqué un peu d'éclaircissement là-dessus et je vais apporter pour compléter à ce qu'il a dit. La première chose, la septicémie, donc du fait que la collaboration entre nous et eux, ça ne passe pas. J'ai évoqué ici le fait que les gens ne viennent pas dans un cadre formel. C'est-à-dire les évacuations sanitaires, par exemple, ne touchent pas le médecin que nous sommes comme il le faut. Parfois, il y a des orientations, parfois des gens le font personnellement, mais ils ne passent pas par des médecins. Du coup, je vais lui dire que je suis là, propriétaire de clinique, qui obéit à des normes bien précises. Je suis autorisé par le ministère de la Santé publique du Cameroun à faire ce travail que je fais. On a mis sur pied, comme je le disais tout à l'heure avec le président à Nice, la télémédecine, l'orientation médicale, l'évacuation sanitaire. Bien sûr, c'est la conséquence du tourisme médical qui va suivre avec ce que mon voisin de droite a dit, que tout ça va avec le tourisme. Mais nous, en tant que médecins, nous voyons d'abord le côté santé. Donc, c'est à vous de faire maintenant votre part dans cette partie de la logistique, un peu de tourisme, mais toujours sur notre ampliation. Parce que c'est nous qui savons ce que le malade a besoin, où le malade doit aller et quelle est la durée de sa post-convalescence. Tout ça, c'est important. On ne va pas imposer une durée de post-convalescence à un patient parce qu'on veut faire du tourisme. Non, on le fait dans un cadre médical. Quand vous demandez un repos médical, c'est parce que vous avez besoin d'un repos médical. Voilà, dans la convalescence également, elle a besoin de... C'est des critères bien définis pour la période. Bon, autre chose,
on a des difficultés dans le partage des données médicales. Et à une certaine époque, quand je venais de soutenir ma thèse, j'avais pensé créer une base de collecte en termes d'iconographie médicale en Afrique centrale. Chose que j'ai proposée à l'État, au ministère de la Santé, ils n'ont pas appuyé le projet. Donc je pensais déjà un peu à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire digitale, intelligence artificielle dans le domaine de la pratique médicale. Donc ici, en Tunisie, j'ai constaté qu'on est déjà aussi avancé là-dessus. Donc c'est très facile de travailler. Si on a déjà cette plateforme, j'ai mes données. Quand j'envoie les données là-bas, vous recevez. Quand vous avez vos données, vous m'envoyez. On discute, on travaille. Je ne suis plus obligé de venir ici avec le patient ou bien de perdre des heures au téléphone pour savoir comment va mon malade que j'ai envoyé ici. Et il y a également des investisseurs ici, camerounais qui sont arrivés ici, que j'ai rencontrés ici, qui font dans ça, mais qui ont besoin des appuis également de l'expérience tunisienne en matière de TIC. Il y a des jeunes étudiants camerounais tels que M. Patrick qui est ici, et également ceux qui font dans la logistique, je crois que c'est Kakwem Sar, qui font également dans la logistique, avec qui on peut partager comme ça, et puis faire en sorte que nous aussi, on soit gagnant-gagnant. Peu importe le type de gain qu'on a, mais qu'on ait un apport tant tunisien qu'africain ou bien camerounais. Déjà, si vous touchez au Cameroun, vous avez touché toute l'Afrique centrale. On nous appelle quand même le continent. Donc, et on est le deuxième pays peuplé d'Afrique centrale après la RDC. On est 30 millions. Donc, la croissance est exponentielle. J'ai expliqué également tout à l'heure le boom en termes de demandes en soins spécialisés. Par an, on est à 24 000 demandes. Donc, il y en a. La recherche est là, elle est propre. Je pourrais vous envoyer ça au modèle de publication, au journal à majuscule. Merci. Merci, M. Berly. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Merci, Shermiti Amour. Moi, je suis ni du domaine du tourisme, ni de la santé. Je suis du domaine des sciences agricoles, professeur, chercheur universitaire, ex-DG de l'INRA de Tunisie. Je voudrais juste intervenir, tout d'abord féliciter tous les panélistes, que ce soit du domaine du tourisme ou de la santé. Et en Tunisie, en fait, le tourisme qui a été développé, si mes souvenirs sont bons, depuis l'indépendance, tout d'abord c'était l'État qui a pris le départ, puis c'est le secteur privé, c'est grâce au secteur privé qu'il y a eu son essor. Et actuellement, comme nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation, ma question repose sur, et d'ailleurs je reviens, c'était grâce à l'agriculture que le tourisme a été développé en Tunisie depuis les années 60 du siècle dernier. N'est-il pas temps aujourd'hui de repenser les choses, les réflexions, et que la démarche qui devrait être adoptée, elle devrait être du type multisectoriel, une démarche horizontale. En fait, on ne peut développer, vous avez parlé tout d'abord de certaines régions telles qu'en Tunisie, un des panélistes, je m'excuse, je ne me rappelle pas de votre nom, certaines régions où on associe pratiquement la santé grâce à ces régions naturelles, grâce aux produits naturels. On parle aujourd'hui du tourisme alternatif, de l'écotourisme, de l'agrotourisme, etc. Donc ma question à tous les amis panélistes, n'est-il pas temps de repenser et d'adopter une approche de type multisectoriel? Je vous remercie. Si y a-t-il quelqu'un pour répondre? C'est Halmi. Merci, professeur Shermiti. En fait, oui, le travail du ministère du Tourisme, et en l'occurrence, nous, au niveau de l'ONTT, qui est un acteur majeur au sein du ministère, c'est cette approche multisectorielle, effectivement, puisqu'il est par excellence un secteur transversal, et c'est comme ça qu'on a
dans ce cadre d'ailleurs qu'on aborde donc le volet médical avec le ministère de la Santé, aussi bien le représentant du ministère officiel avec lesquels on a tenu des réunions et un plan de travail, avec le ministère de la Culture, parce que le tourisme, au niveau mondial, c'est 40% déjà de tourisme culturel, avec le ministère de l'Intérieur, avec avec tous ces différents aspects de gouvernance locale et de sécurité, etc., avec le ministère donc de l'Environnement surtout, avec le grand travail et défis qu'on a déjà, que j'ai évoqué même dans mon mot d'ouverture. Il y a beaucoup à faire au niveau de l'environnement. En Tunisie, c'est un de nos défis majeurs à court terme et même à long terme. Pourquoi? D'ailleurs, et c'est à juste titre que quand on dit multisectoriel avec le ministère de l'Éducation, donc une des recommandations, c'est qu'on aborde la question de l'environnement aussi dès l'école pour pouvoir assurer, pas forcément d'assurer le côté environnemental à court ou moyen terme, mais aussi à long terme à travers les générations. Et aussi, donc, sans citer les différents ministères, en fait, l'équipement, etc., tout le tourisme, c'est la vie. Donc, il faut que chacun de nos pays africains soit vraiment une destination touristique pour ses propres citoyens avant, et pour notamment dans les moindres régions reculées, qui, eux, portent plus d'authenticité et qui est maintenant recherchée en s'échappant, en partant même au départ des circuits balnéaires, des séjours balnéaires, pour offrir plus d'excursions, plus de sorties, plus d'expériences avec les gens. Ça ne peut être atteint qu'à travers donc, une approche multisectorielle au niveau de l'État. Et c'est ce qui est en train, nous efforçons en tout cas au niveau de l'ONTT, du ministère du Tourisme, d'être un rassembleur et un espace d'échange comme celui-là. C'est un travail de tous les jours. Et ben voilà, donc, notamment pour tout ce qui est évolution des lois, parce que nous travaillons énormément et je salue d'abord ici les fédérations ici présentes dans leur approche très constructive et très collaborative pour améliorer et mettre à jour les lois, tout ce qui est lois qui concernent le tourisme depuis la phase d'investissement jusqu'à la phase aussi de gestion, de maîtrise de qualité de produits, etc. Et d'ailleurs, nous saluons aussi, nous attendons dans les prochains, incessamment, la sortie de nouveaux critères de classement des hôtels qui aussi intègrent plein de critères, de nouveaux critères de durabilité et qui portent en eux-mêmes cette approche transversale. Merci, Helmi. Madame Fabel, allez-y. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Leïla Benaatitallah, journaliste, directrice générale de Radio The Voice of Africa et vice-présidente de l'Union arabe des médias touristiques. Merci beaucoup pour cette riche rencontre. En fait, j'ai deux questions pour monsieur le directeur de l'ONTT. Monsieur le directeur, avez-vous des chiffres concernant la participation ou bien disons des chiffres sur les recettes du tourisme médical africain et la contribution dans l'économie tunisienne? Et la deuxième question, avez-vous un plan de communication pour vous tourner vers le marché africain afin de promouvoir la Tunisie comme destination touristique et soutenir le tourisme médical qui est actuellement très faible selon vos chiffres? Et merci. Très rapidement, peut-être pas les chiffres exacts, parce que mes collègues ici présents sont tous dans la salle. Voilà, donc au niveau du chiffre d'affaires, c'est autour de 2,5 milliards de dinars, et qui représente quand même une bonne partie de recettes touristiques globales. Et même, d'ailleurs, de toute façon, les recettes touristiques, nous travaillons beaucoup au niveau du ministère du Tourisme, de l'Office du Tourisme, sur l'évaluation de recettes avec l'Institut national des statistiques, donc avec l'instance aussi des statistiques, pour pouvoir cerner davantage toutes les recettes du secteur touristique qui sont actuellement limitées à des méthodes assez classiques, qui principalement lisent tout ce qui est virement de l'étranger et
donc tout ce qui est change au niveau du billet, au niveau du bureau de change aux aéroports, aux hôtels et dans les banques. Et récemment dans les nouveaux bureaux qui ont été ouverts un peu partout dans le pays, pour se baser comme à l'international au niveau des enquêtes. Donc ce sont des enquêtes qui se font régulièrement au niveau de la sortie des touristes du pays, et ce sont ces enquêtes-là qui intègrent plus toutes les dépenses qui ont été peut-être pas forcément déclarées en termes de change ou dans une clinique ou dans un hôtel ou une agence de voyage. Donc sinon au niveau de la communication, c'est vrai que la Tunisie, et notamment le tourisme tunisien, a été souvent, pendant de longues années, a pris un peu de retard pour il s'était trop dirigé vers l'Europe. Nous sommes conscients de ça, au même titre que notre aérienne nationale, parce qu'il y avait une question sur la connectivité, peut-être par les panélistes. Donc, nous sommes connectés avec 7 pays, 7 plateformes, 7 villes en dehors du Maghreb et de l'Égypte. Donc, ils sont Abidjan, Bamako, Conakry, Dakar, Nouakchott, Niamey et Ouagadougou, entre 2 et 5 fréquences par semaine. Donc, et nous saluons la récente annonce de la reprise de Cotonou qui s'était arrêtée pendant le Covid, et aussi surtout la nouvelle ligne Tunis-Douala-Libreville qui a été annoncée récemment par les autorités et qui va voir le jour vers la fin de l'année, et surtout l'ouverture des ventes selon les informations que j'ai de mes ex-collègues de Tunicef qui va être ouverte la vente cet été au mois d'août à peu près. Donc à partir du mois d'août, normalement, c'est un appel à tout le monde pour réserver. Comme vous savez, les tarifs les moins chers seront vendus les premiers. Et d'ailleurs, je profite de ce panel pour pouvoir inviter tous les acteurs qui sont intéressés par ces deux marchés, donc le Cameroun et le Gabon, Libreville, donc pour pouvoir entamer dès maintenant, planifier des séances de travail ou même des visites où on invite des acteurs. Ça rentre aussi dans la communication, on invite des acteurs pour pouvoir vraiment commencer à remplir ces avions qui vont être mis à la vente, donc à la réservation et à la vente à partir d'août, et qu'on organise que ce soit un webinaire ensemble, donc dédié à ces deux marchés-là pour être beaucoup plus pragmatique et ne pas peut-être s'éparpiller sur les différentes problématiques et cibler spécifiquement ces deux marchés, ou une des problématiques sur deux marchés, ou pas de problématiques, un des axes de développement plutôt. Merci, c'est Helmi. Est-ce qu'il y a une autre? Allez-y. Bonsoir à tous. Je suis Patrick Gembo, président de l'Association des étudiants et stagiaires camerounais du côté de la section du Sahel. Alors, nous parlons aujourd'hui du tourisme. Nous, en tant qu'étudiants dans la Tunisie, nous venons étudier. C'est un pays d'accueil, mais nous ne pouvons pas découvrir la Tunisie en réalité de toutes ses formes. Nous, en tant qu'étudiants, nous aimerions aussi déjà avoir à travers notre cher père, qui est le CEO de Travel to Do, nous avons vu des voyages qui s'organisent dans la Tunisie, des tourismes et tout, essayer de collaborer avec eux pour essayer de faire valoir en fait la Tunisie au niveau de nous étudiants pour que nous puissions s'épanouir, parce que l'intégration à d'autres niveaux n'est pas si facile. Nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Nous avons déjà, nous sommes en train d'étudier un projet pour centraliser les informations de la Tunisie. Quand je parle de centraliser les informations, je veux bien parler de qu'est-ce qu'on peut faire en Tunisie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'étudiant, pour permettre à ce que nous, étudiants, on ne soit plus mélangés avec d'autres personnes. Nous aimerions que, étant étudiants, notre statut soit valorisé dans ce domaine, dans la Tunisie, autant pour moi, et que nous puissions essayer de s'intégrer, où on améliore nos capacités dans la société civile tunisienne. Merci. Sitar. Merci. Je vous invite, je finis le panel et on peut en parler tout à l'heure. Nous avons des systèmes d'accès pour des communautés, des fédérations, comme vous, si vous êtes
un groupe d'étudiants et vous avez un point de rencontre sur un groupe Facebook ou sur d'autres supports, nous sommes à votre disposition pour vous donner accès à des tarifs préférentiels et vous mettre à la disposition une personne chargée spécialement pour vous. Ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Merci, Hein? Les stages, oui, bien sûr. Aussi, on peut en parler pour les stages. Pendant l'été, on engage plus de 50 personnes dans nos différentes agences parce qu'il y a une période de flux tendu. Donc oui, on est réceptif aussi pour avoir des éléments qui peuvent être dans nos points de vente avec grand plaisir aussi. Voilà, merci. Je me permets d'ajouter, pour les étudiants qui font les études en santé, c'est-à-dire les techniciens supérieurs en santé, sachez que la chambre syndicale, les cliniques privées, vous pouvez prendre mon contact. On est disposé à vous prendre en charge pour les stages que vous désirez chez nous. Donc là, il n'y a aucun problème. Merci. Merci, professeur. Je rebondis sur votre question. Au niveau de la Fédération tunisienne des agences de voyage, nous avons ce qu'on appelle une FTAV Academy. Nous avons des commissions. Et dans ces commissions, c'est pour un peu élargir l'éventail, pour élargir un peu la diversification du produit touristique, tel que le tourisme de croisière, le tourisme de santé, le tourisme de chasse, cynégeologique, etc. Là, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contacter l'AFTAV par le biais de son propre site web. Et là, on peut vous accepter dans notre FTAV Academy pour vous former. Et vous savez, il y a une trentaine d'années, en Tunisie, on a reçu des jeunes guides turcs. Regardez aujourd'hui où l'État turc est dans ce stade de tourisme. Donc, il n'y a aucun problème. On vous accueille à bras ouverts. J'aimerais revenir à la question posée par la journaliste sur les chiffres. Bon, il faut reconnaître pour le tourisme médical ou de santé, surtout le tourisme médical, nous n'avons que des estimations. C'est-à-dire, bon, moi j'ai parlé, je pense, c'est vrai que l'étude financée par la BAD 2016 a besoin d'être rafraîchie, surtout au niveau des chiffres. Donc à l'époque c'était 600 000, là, je pense qu'il y a eu une croissance, on est à presque 700 000. Donc on peut donner que des estimations, c'est-à-dire un tourisme médical en général c'est une très forte recette par personne, on l'estime je pense à 3 000 € en moyenne, donc il faut multiplier ça par, on a dit 105 000 touristes africains, donc ça fait presque un milliard d'euros, qu'on multiplie en dinars, ça fait 3 milliards de dinars si je ne me trompe pas. Maintenant, peut-être les cliniques privées ont les chiffres des patients étrangers. Peut-être, si Zahama, vous pouvez nous éclairer sur le nombre, le chiffre d'affaires, ou la répartition Tunis, Grand Tunis, Sousse, Monastir. Merci. Nous avons des estimations, mais qui sont proches de la réalité. Moi, je vous donne des estimations parce qu'on s'est intéressé à ce problème en 2019. Avant, c'était l'étude de la BAD. Mais après 2019, les choses se sont très améliorées. Donc, nous recevons, en 2019, nous avons recensé à peu près entre 2 millions et 2,5 millions de visiteurs médicaux en ambulatoire, pour la médecine ambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, surtout nos amis d'Algérie et de Libye. Donc, facilement, on avait 2 millions à 2,5 millions de visiteurs médicaux. Pour les visiteurs médicaux, donc, nos voisins, surtout même ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, ils viennent avec leur famille. Généralement, ils sont accompagnés. Et comme dit le docteur, le touriste médical dépense beaucoup plus que le tourisme tout cru. En nombre d'hospitalisations. En hospitalisation, nous avons recensé dans 2019 500 000 hospitalisations. Et puis après 2019, on a eu l'année de Covid, les 2 années de Covid, donc il y avait une chute importante et la reprise était un peu difficile vu que les frontières, surtout avec l'Algérie, étaient fermées pendant 2 ans. Ils n'ont repris qu'après
et ça reprend vraiment timidement. Nous avons vraiment perdu notre élan avec l'Algérie. Ça remonte maintenant timidement. Avec la Libye, bien sûr, la Libye est presque égale à la Tunisie. Et puis les Libyens, 80% des malades libyens qui vont à l'étranger viennent en Tunisie. Donc on a 20% uniquement vers la Turquie, vers la Jordanie, mais 80% ce sont les statistiques que j'ai pu avoir de chez eux. Voilà. Donc avec l'Afrique subsaharienne, en général, ça varie entre 15 et 20% du total des malades étrangers. Merci, professeur. S'il y a une autre intervention, parce qu'il nous reste 5 minutes avant de clôturer. Fadel. Moi, à mon avis, pour faciliter les échanges interafricains, je réitère mon appel au sein de l'Union africaine de créer une confédération de tourisme africain qui rassemble les agences de voyage, les fédérations de tourisme, etc. Et dans ce cas-là, le canal sera vraiment très fluide pour avoir une approche, disons, plus objective, plus positive. Il nous reste... toi, madame. Allez-y. Parce qu'il reste 3 interventions de la salle, si on peut, et après, on pourra clôturer. Allez-y, madame Dole. Non, je voulais juste ajouter au niveau des chiffres, j'ai aussi le pourcentage du produit intérieur brut. Les services de santé, ça représente en Tunisie 6 à 8% du produit intérieur brut. Et le tourisme médical représente 4% du PIB. Voilà, pour avoir un peu plus de chiffres. Merci pour la précision. Monsieur, allez-y. Bon après-midi à tous. Je suis magistrat Choumini Chouaïbou. Je suis responsable des services agroalimentaires. Je suis chef d'une grande communauté de mon village à l'ouest du Cameroun. Je parle dans le secteur de l'agriculture. Nous avons une richesse dans nos villages. Nous avons de l'agriculture, nous avons de la forestation, et puis je fais aussi généralement dans le relationnel. Nous avons fait beaucoup de constats ici au niveau de la transformation et plusieurs technologies. Notre but d'assister à l'édition, c'était pour prôner à l'agriculture, qui est vraiment notre richesse. Et nous vous rappelons que nous exportons à travers le monde, l'Europe en général, près de 100 000 tonnes de produits vivriers par an. C'est-à-dire, nous avons juste, et ces produits sont exportés en matière brute. Et avec la Tunisie, nous avons constaté qu'il y a la technologie est tellement avancée sur la transformation. Et notre question est basée sur la transformation. Comment pourrons-nous faire cette cohésion avec la Tunisie pour pouvoir nous faciliter la transformation de nos produits bruts à travers peut-être une usine de transformation et la forestation aussi. Nous avons besoin d'avoir des bonnes relations avec la Tunisie pour pouvoir faire en sorte que nos forêts qui sont exploitées à travers le monde, nous pouvons aussi gagner en richesse à travers vos technologies aussi. Je vous remercie. Merci. On prend une autre et après on... تفضل. شكرا محمد رضا البقلوتي مدير تحرير الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. طبعا لدي بعض الملاحظات. أردت التأكيد على دعم السياحة الطبية والعلاجية باعتبار الإطار الطبيعي والعلمي والخبرات. لذلك التأكيد على تضافر جهود مختلف الأطراف العلمية والإعلامية. يبقى إشعاع طول السنين التعاون والشراكة بين عديد الأطراف والإشارة فإن السياحة الصحية ليست وليدة اليوم بل يعود جذورها إلى سنوات ماضية. وأذكر أني كتبت مقالا في موضوع هذا في القرن الماضي يعني التسعينات حول آفاق الصحة الطبية
وأكدت عند ذلك على فتح خطوط جديدة للنقل الجوي مع دول إفريقيا. السؤال طبعا يبقى مطروح حول أنجع السبل للنهوض بهذا القطاع، وأن يتوقع السير نحو الأفضل لما تتمتع به تونس من كفاءات وفضاءات ملائمة مع التقدم التكنولوجي من خلال الذكاء الاصطناعي. مع الشكر. Merci. Une dernière intervention, après on pourra répondre en même temps. Avant de commencer ma question, je salue énormément le directeur général de l'ONTT d'avoir pu rassembler les deux fédérations de l'hôtellerie dans un seul panel. C'est une première pour le tourisme tunisien, je vois. Bon, ma question. Concernant les statistiques, nous avons constaté dans la plupart du temps un énorme décalage entre les entrées et les nuitées réellement passées dans les hôtels. Est-ce qu'actuellement, il y a des statistiques qui concernent les maisons d'hôtes et la nouvelle formule Airbnb? On voit beaucoup de touristes actuellement qui utilisent cette formule, soit les maisons d'hôtes, soit l'Airbnb. Est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les entrées réelles et dans les nuitées passées en tant que touristes? Merci. Zahra, juste une dernière intervention et on va clôturer. السلام عليكم. أنا لا أتحدث الفرنسية ولكن يمكن أحد بالعربية. بالنسبة أنا فهد الحزيمي، مستثمر في تونس ومتخصصين في مجال الصحة والصحة السياحية. اليوم احنا على وشك إطلاق أول تطبيق متخصص في مجال الصحة والسياحة الصحية، وهذا التطبيق هو بيكون نقطة الوصل بين الدول كلها على مستوى العالم كله، بحال مثلا تطبيق بوكينج والأشياء. تونس تزخر بالقطاعات الاستشفائية والصحية، ولكن للأسف يحتاج إلى عملية لوجستيك شوية. أنا من خلال تجربتي في تونس، طبعا احنا عندنا شركة في تونس وفي القاهرة وفي السعودية وفي تركيا الآن هيطلق التطبيق في 4 عواصم. السؤال هو بس يحتاج في تونس إلى مساعدة الجهات في توظيف الكوادر في مجال اللوجستيك، وهذا هو النقطة اللي محتاجينها. التطبيق هذا حيجمع الأوروبا بأفريقيا بآسيا، نفس السيستم الموجود الآن في التطبيقات العالمية، وحيكون هو نقطة الوصل بين الدول ومنظمين ومقدمين الخدمة. شكرا للجميع وأتمنى لكم التوفيق والله يوفقكم جميعا. ميرسي، شكرا. تفضل سي ميكرو. باش نجاوب على السؤال بالنسبة للتطبيقات تونس ماهيش متأخرة في الميدان هذا. احنا السياحة الطبية بديناها من السنوات 2004 والكل معناتها ترتكز على تطبيقات مباشرة مع الحرفاء. دونك اعمل حتى نظرة تشوف العرض بالنسبة في التطبيقات في السياحة الطبية تبارك الله معناتها متنوعة وعندنا تجربة كبيرة معناتها هذا عالمية. حسبت بالنسبة لتونس نحكي لك. واحد من السعودية يبغى يتشافى أو يتعالج في تونس، واحد في أفريقيا عاوز يجي. هي تطبيقات عالمية. هو وسيلة جذب سياحي واقتصادي. Sinon, pour la question de maison d'hôtes Airbnb, et déjà Airbnb, ça pose problème. Allez, si on parle de réservation via Airbnb, c'est que les recettes sont en devise à l'étranger. Bon, c'est ça. تعرفها يظهر لي المشكلة معناتها. Pardon?
Oui, elle est tunisienne. Bon, c'est un touriste individuel qui passe par une plateforme comme Airbnb, qui ne passe pas. Bon, peut-être on a juste l'estimation, change de devise via la Banque centrale. C'est tout. La maison d'hôte, ça dépend. Si elle est agréée, elle est normalement, théoriquement, censée déclarer les touristes qui viennent dans la maison d'hôte. Donc, c'est comptabilisé. Par contre, si la maison d'hôte, comme on l'entend en Tunisie, n'est pas agréée, donc il n'y a pas de circuit officiel. Voilà, donc c'est... Merci. Pardon? Oui, bien sûr. Bon, c'est Halmi, il peut l'expliquer. Toutes les entrées sont comptabilisées. Voilà, c'est Ayman de la direction des études. Toutes les entrées, elles sont comptabilisées par le ministère de l'Intérieur et elles sont communiquées à l'ONTT. Par contre, où va le touriste? Est-ce qu'il va dans un hôtel ou dans une maison de location? Ça, c'est un autre point. Peut-être c'est Ayman qui a peut-être, oui. Micro, c'est Ayman. Si Ayman, en 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on doit clôturer. Ok. Donc merci pour l'intervention, pour notre collègue, donc, pour répondre à la question. On est en train de comptabiliser les nuitées dans les nouvelles formes d'hébergement dans nos statistiques. Donc, il y a des gîtes ruraux, donc des campings, des maisons d'hôtes qui nous communiquent les chiffres et on est en train de les comptabiliser. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exhaustif donc, jusqu'à présent, mais on est en train de les comptabiliser. Par rapport au décalage des statistiques, donc au niveau des nuitées, c'est vrai que c'est un système déclaratif. Pour les pays européens, donc c'est notre système, il est fiable parce que pratiquement ce sont des marchés structurés et les touristes passent des séjours dans des hôtels, sauf pour les Libyens et les Algériens qui préfèrent généralement donc de séjourner dans des maisons locatives, qui viennent en famille bien évidemment. Donc il y a une partie qui nous échappe dans notre système. Et on est en train de travailler donc via les enquêtes, donc et on a des estimations et le manque à gagner bien évidemment on le connaît, mais ça nous échappe bien évidemment et c'est très difficile de collecter puisque c'est un système déclaratif. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci, Merci. Madame Dora. Oui, pardon, Madame Dora. Déjà, je ne comprends pas très bien de quel décalage il s'agit. Nous avons 9 millions d'entrées à peu près. Bon, en 2019, on va prendre le cas de 2019, avant le Covid. Nous avons 30 millions de nuitées. Donc, il n'y a pas de décalage. Il y a peut-être une durée de séjour moyenne qui est faible. Mais, et puis, il y a aussi des personnes, parce qu'il faut savoir que les nuitées sont les nuitées hôtelières. Or, tout le monde ne passe pas son séjour dans les hôtels. Vous savez très bien que nous avons le marché, par exemple, de nos voisins sont très importants aujourd'hui, représentent un pourcentage important. C'est seulement une petite partie qui choisissent de passer leur séjour à l'hôtel. Donc, il y a beaucoup de locations, de meublés, par exemple. De plus en plus, d'ailleurs, avec les nouvelles plateformes de réservation. Il y a aussi les Tunisiens résidant à l'étranger qui ne vont pas forcément à l'hôtel. Il n'y a que 1% d'entre eux qui choisissent de passer leur séjour en Tunisie à l'hôtel. Ils vont dans leur famille, ou ils louent des meublés aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de décalage. C'est juste que, oui, c'est un choix. Tout le monde ne va pas à l'hôtel et on ne compte que les nuitées dans les hôtels. C'est ces chiffres-là qu'on communique chaque année. Voilà. Merci. Merci, Madame Dora. Donc, peut-être on va clôturer, chers invités, distingués participants, mesdames et messieurs. Pour clore ce débat animé et riche, je ne peux que confirmer l'opportunité inestimable que nous offre cette conférence internationale organisée par la TABC, qui je tiens à remercier pour ce rendez-vous annuel de l'Afrique qui ne cesse de prendre de l'ampleur année en année. Le tourisme est un levier de croissance important
pour l'économie de l'Afrique. Le tourisme médical de santé serait le nouvel Eldorado pour les destinations africaines et la Tunisie s'est déjà lancée dans cette niche à forte valeur ajoutée, mais aurait besoin de consolider et d'améliorer son offre pour une meilleure attractivité et compétitivité de la destination. Partageons nos idées, échangeons nos expériences et travaillons ensemble pour un avenir prospère du tourisme en Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Avant peut-être de clôturer, je demanderai juste pour offrir des trophées à nos invités. Madame Dora. Vous allez donner la parole à quelqu'un. Madame Dora. Je peux me chercher des photos. Voilà, notre prime. Je نخلص لكم كل شكون سمير شكون يا اخي Donc, je remercie encore une fois nos orateurs et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci. C'est une première fois, là, encore. OK, donc on va reprendre à 16h30, c'est-à-dire dans 20 minutes après la pause café. Je vous invite à la signature d'une convention de collaboration entre la TABC et le Nigeria dans la salle Salambo. La salle Salambo qui va abriter à partir de 16h30 le Invest in Nigeria Forum. C'est un panel super important pour ceux qui s'intéressent à l'économie la plus importante de l'Afrique, le Nigeria. Donc la salle Salambo, c'est de l'autre côté de l'hôtel. Je vous invite à vous y rendre à 16h30, l'heure à laquelle il y aura la signature de l'accord de partenariat entre la TABC et le Nigeria. Profitez de votre pause café et on revient dans 20 minutes à 16h30, s'il vous plaît. For those of you who are not aware of it, there's going to be a signature for an MOU between TABC and Nigeria for collaboration in business development. This will be happening in Salambo Room on the other side of the hotel. You are kindly invited at 4:30 this afternoon.
اسمع